Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Nous sommes dans le département des Yvelines cette semaine, un département très vert puisque près de 30% de sa surface est recouverte de bois et de forêts. Vous avez toujours rêvé de voir des chevreuils, des daims, des sangliers en liberté? Et ben moi aussi, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec Ambroise aux portes de la forêt. Nous sommes plus précisément à l'espace Rambouillet, un parc animalier gigantesque géré par l'Office national des forêts. Alors Ambroise, où est-ce que tu vas m'emmener? Eh bien, je vais te faire découvrir aujourd'hui l'espace Rambouillet. Ouais. Et on va parcourir une partie des 250 hectares du site. Et notamment, je vais commencer par vous montrer les grands cervidés qu'on abrite dans ce parc, à savoir cerfs et chevreuils. D'accord. Et alors sinon, le parc, je vois qu'il y a différentes couleurs, ça correspond à différents espaces, j'imagine. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'espace Rambouillet? Basiquement, on peut dire qu'il y a 3 grandes activités sur le site. Tout d'abord, un grand enclos de près de 200 hectares avec des grands animaux de nos forêts, à savoir cerfs, sangliers, chevreuils et aussi un petit peu de daims. On va commencer par là, en direction du soleil. Allez, on y va. Ambroise, l'espace Rambouillet, il existe depuis déjà une quarantaine d'années. C'était quoi le projet au départ? Le projet, c'était de faire un parc animalier au cœur de la forêt domaniale de Rambouillet, qui est une forêt assez emblématique. Et l'idée, c'était de pouvoir présenter des animaux de nos forêts à un public de citadins. C'était déjà un petit peu visionnaire à l'époque, et cette vision initiale, elle a été confortée par les tendances de la société. Aujourd'hui, c'est une idée qui a encore plus de force qu'à l'époque de sa création. Donc le principe, c'est que c'est des animaux qui sont pas complètement en liberté, mais quand même en liberté, c'est ça? Exactement, enfin, on va dire semi-naturel. Il y a quand même un enclos, mais c'est un énorme enclos à l'intérieur duquel les animaux peuvent se déplacer relativement librement et ils conservent leur comportement naturel. Et ça permet aux gens de les voir sans barrière, ce qui procure aussi une émotion différente. Et puis, alors c'est pas instantané non plus, c'est-à-dire qu'il faut marcher un petit peu, observer, et quand on voit un animal, s'approcher un petit peu. Au départ, on est un petit peu anxieux. Ça se mérite un peu. Ça se mérite, on peut le dire comme ça, tout à fait. Bon, on va voir si on mérite, les animaux aujourd'hui. Je crois qu'on est sur la bonne direction. Alors ça, par exemple, c'est des crottes de quoi? Alors, ce sont des crottes de cerf. En fait, le petit truc pour se fixer les idées. Quand c'est de la taille d'une olive, comme ça, c'est plutôt du cerf, donc biche. Et chevreuil, qui est aussi dans cette partie du parc, ce sera plutôt de la taille d'un noyau d'olive. Et si on regarde attentivement à côté, on voit aussi une empreinte avec les deux doigts en fait. Et là, de cette taille-là, c'est plutôt un cerf ou une biche. D'accord. Si on regarde le bouleau qui est juste devant nous là, on voit qu'il est un petit peu abîmé. Voilà. Et en fait, ça c'est le résultat en fait d'une action des cerfs. Tous les ans, ils perdent et ils refont leur bois, leur coiffe. Et au début de la formation, quand il y a de la peau encore sur les bois, il y a un moment donné, ça va craqueler et ils ont besoin de se frotter les bois sur des arbres. D'accord. Et ici, ils affectionnent particulièrement les bouleaux. Mais ils ne frottent pas qu'un peu là, ici. Ah oui, non, c'est bien récuré. Okay. Exactement. Bon, alors ça veut dire aussi qu'on est sur le bon chemin. Exactement. Mais oui, ils nous ont déjà repérés. Alors, ils nous repèrent plus à l'odeur et au bruit. Ils n'ont pas une très bonne vue. Ils ne voient pas les couleurs. Ah. Et ils voient surtout les mouvements. On les voit courir. Alors, est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce qu'il y en a un qui court plus vite que l'autre entre les cerfs et les chevreuils? Alors, il n'y a pas forcément de compétition
entre eux, mais c'est clair que le chevreuil court plus vite. On les voit passer juste à gauche là. Et en fait, on voit ces bondissants. C'est pas la même taille, hein, c'est 35 kg, le cerf c'est plutôt 150 kg. Et c'est une allure qui se rapproche plus du lapin ou du lièvre. Ok. Bondissant, ça fait des zigzags. Alors que le cerf avec ses 150 kg, eh ben, il est beaucoup plus massif et il pourra moins faire des virages. Moi j'entends souvent parler du brame du cerf aussi, qu'est-ce que c'est? Alors le brame du cerf, c'est quelque chose de très particulier qu'on peut comparer un peu au rugissement du lion dans la savane. C'est la période de reproduction et c'est une période où en fait le cerf va bramer, donc c'est ce fameux cri rauque, pour défier les autres mâles et pour aussi séduire les femelles. Ouais. Et la particularité, c'est qu'en fait, il y aura de l'intimidation et parfois jusqu'à du combat entre les différents mâles pour avoir un seul élu qui va pouvoir aller dans la harde de biche et s'accoupler. Mais sachant qu'après, pour avoir une morale complète, c'est la biche qui décide ou pas de l'accouplement. D'accord. Ah oui, ça casse un peu le mythe. Il y a une notion de consentement. Voilà, exactement. C'est pas le harem soumis. Alors ici, même les petits peuvent se balader dans les arbres, c'est ça? Ils peuvent se balader, ils peuvent grimper dans les arbres en toute sécurité. On est devant une passerelle suspendue dans les arbres. Et ce qu'on appelle l'Odyssée verte, c'est breveté par l'Office national des forêts. Et ça permet aux plus petits et aussi aux plus grands en fait, d'accéder progressivement dans les grandes branches, ce qu'on appelle les houppiers des arbres. Les enfants vont d'abord sentir un petit peu ce que ça fait d'être en hauteur dans les arbres. Et puis après, au niveau de chaque plateforme qui entoure les gros chênes, il y a des panneaux pédagogiques qui expliquent comment fonctionne une forêt et est-ce que la forêt progresse en France ou pas, des choses comme ça. Donc c'est une manière d'apprendre tout en étant sur une activité un peu ludique. Un peu rigolote, ouais. Bah oui, c'est... moi aussi j'ai envie de monter en vrai. Voilà, c'est... Dans une autre partie du parc se trouvent les rapaces que l'on peut admirer en vol lors de démonstrations. J'y retrouve Justine, elle est passionnée par ces animaux impressionnants et ses petits chouchous, ce sont les chouettes et les hiboux. Comment s'appelle C'est un garçon? On suppose que c'est une femelle parce qu'elle est un peu plus lourde. En fait, il faut savoir, chez les rapaces, la femelle est toujours plus lourde que les mâles. Donc on pense que c'est une femelle qui s'appelle Willow. Bonjour Willow. Tu es fauconnière? Non, ça se dit pas. Ça se dit pas? On peut pas féminiser le terme, ça va être fauconnier. Pourquoi? Parce que la fauconnière, en fait, c'est le sac où on met la viande oui, d'accord. pour nos oiseaux. Ah, ça l'intéresse, hein, Willow. Forcément. Et je me demandais comment tu arrives à communiquer justement avec les oiseaux, enfin avec les rapaces. Alors ça, c'est à force d'observation. Il n'y a pas vraiment de communication verbale, forcément. Même si on se met à siffler avec eux, c'est très subjectif en fait. Donc c'est vraiment de l'observation de l'animal. Voir comment il réagit à certaines situations et puis là nous on s'adapte en fonction de ça. D'accord. Voilà. Parmi toutes ces espèces, parce qu'il y a plein d'animaux différents ici et plein de rapaces différents, est-ce qu'il y en a un plus particulièrement qui t'impressionne plus ou qui est ton favori ou... C'est vrai qu'à force de travailler avec eux, il n'y a pas de préférence, c'est tout le temps... Tu les aimes tous pareil? Ouais, c'est tous de l'émerveillement et... C'est incroyable quoi, pouvoir bosser avec ce genre d'oiseaux, c'est fou. Après c'est vrai que les nocturnes, voilà, ils sont très... C'est des petites boules d'amour, donc on a envie de rester avec eux. Et puis surtout Willow, du coup c'est moi qui m'en suis occupée, donc je dirais c'est peut-être ma chouchou. Mais sinon, non, tous les oiseaux, vraiment tous les oiseaux, c'est un rapport différent à chaque fois et c'est vraiment top. Alors Willow, elle a une particularité, un peu comme ses amis, c'est qu'elle tourne sa tête vraiment dans tous les sens. 270 degrés. Et pourquoi en fait ils arrivent à faire ça? Alors c'est une raison bien particulière. En fait les nocturnes, donc les hiboux, peuvent pas bouger leurs yeux dans les orbites. Donc ils ont appris à compenser en fait. Et pour ce faire, ils peuvent tourner la tête à 270 degrés. Après cette petite entrée en matière, Justine et son collègue Jean-Baptiste me réservent une surprise. Une démonstration de vol rien que pour nous, où je me retrouve au centre de l'arène face à un très gros pigargue à tête blanche. Quand tu veux, Jean-Baptiste. Prête? Hop là, voilà. Là tu peux te tourner. Super.
Encore un. Punaise. Ça va vite, hein? Ouais, ça va trop vite. Nickel. Alors lui, comment il s'appelle? Lui, c'est Marley. Et c'est quoi comme race plus spécifiquement? C'est un pigargue à tête blanche. C'est l'emblème des États-Unis d'Amérique. Il est impressionnant, je dois dire. Ouais, les aigles en général, ouais, c'est toujours une émotion forte, ça c'est sûr. Et puis c'est très grand en fait. Enfin, je me rendais pas compte, mais quand il est arrivé sur moi, je me suis dit waouh. Ouais, on est aux alentours de 2,50 m d'envergure, quelque chose comme ça, donc ça commence à faire grand, c'est sûr. Et quand il y a un oiseau qui arrive dans notre main comme ça, je trouve qu'on a l'impression d'être une personne privilégiée, non? Enfin, oui, je sais pas, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, tous les jours, c'est ce qu'on se répète. D'ailleurs, nous, c'est nos instants hein, pendant les spectacles, vraiment, c'est cet instant privilégié, c'est sûr. C'était émouvant de recevoir un aigle sur son bras. Je me dis que c'est des métiers quand même, enfin, le tien, celui de Justine, où on est proche, proche de la passion. Et qu'est-ce que tu aimes toi dans ton travail ici? Alors ce que j'apprécie particulièrement en fait c'est le lien avec la terre. En fait c'est quelque chose qui m'a guidé depuis que j'étais tout petit. C'est tout simplement lié à une histoire familiale. Mon grand-père est agriculteur et donc j'ai des bons souvenirs dans les champs avec des bottes de foin, des choses comme ça. Et je sais qu'ici il y a un aspect plaisir dans ce qu'on peut vivre ou montrer, plaisir personnel, et ça nourrit aussi la réflexion professionnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'on a évidemment aussi nos soucis dans ces métiers-là. Il y a de la gestion financière, humaine, des tensions, etc. Donc ça, il ne faut pas avoir une vision trop idéalisée de ces métiers. Se Attention, reconnecter de temps en temps. celui-là, il n'est pas fiable. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est ça aussi la nature. Hein. On peut pas. Rien n'est voilà. Tout n'est pas carré et prévu à l'avance. Voilà. Il y a une forme d'humilité à garder et derrière, tout n'est pas prévisible. On doit s'adapter au temps de la nature. Merci beaucoup, Ambroise. Et puis, si vous voulez revoir cette rencontre, la forêt de Rambouillet, rendez-vous sur terredefrance.tv et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres.